travail fermé, au vu aussi l'accès à la résidence permanente pour tous les travailleurs non qualifiés ou à bas salaire, comme les agricoles, les travailleurs domestiques. Et bien sûr, les programmes de régularisation inclusive, complet et consécutif, parce que quand Grace a changé d'employeur, elle avait venu sans ce statut. Elle a retourné pour rétablir son statut ici. Mais ça, c'est l'exemple précis de comment un travailleur ou travailleuse perd le statut d'immigration. Alors, oui, on priorise beaucoup la migration temporaire, mais pourquoi pas régulariser à toutes et tous qui sont ici 10 gens, qui vivent la même situation d'exploitation, qui parlent français déjà, non, qui sont très bien intégrés. On fait comme s'ils n'existent pas, mais pendant la pandémie, ce sont eux qui nous amènent la nourriture. Allié avec vous, je n'ai pas arrêté de parler des travailleurs temporaires étrangers. J'ai moi-même déposé un projet de loi au printemps par rapport à ça. Probablement, je me reconnais dans vos propos parce que j'ai suivi probablement le même parcours. Je suis venu pour étudier. Je n'avais pas assez de connaissances, même sur le milieu de travail. Les gens pensent que c'est facile de comprendre le droit de travail. Je ne suis pas avocat. Je ne l'étais pas. Je ne suis pas plaideur. C'est tellement alarmant ce qu'on entend, parce que moi, depuis le documentaire essentiel, ma réflexion a complètement changé. Aujourd'hui, vous avez devant vous un document qui parle d'une planification pour les 3 prochaines années. On parle de 2 seuils, 2 scénarios, 50 000 ou 60 000. Vous avez parcouru le document. Est-ce que selon vous, c'est assez? Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, après votre passage en commission, je vois déjà vos visages, je vais arrêter parce que je veux vous entendre. Est-ce qu'on ne rate pas quelque chose avec cette commission, s'il vous plaît? Oui. Juste avant de répondre à cette question-là, je veux revenir sur le point précédent. Vous avez demandé combien de cas de trafic humain on a ou de cas d'esclavage moderne. J'aimerais vraiment spécifier que c'est pas des cas isolés. Des cas comme ça, on en a au moins 1 par semaine au CTI. Au moins 1 par semaine. Wow. Et puis... Avant que tu rentres, juste pour donner un exemple de quelqu'un qui a témoigné devant un reporter des Nations Unies, un travailleur qui travaillait 120 heures par semaine, parfois était payé, parfois non. Imaginez une seule fois par jour, une seule. Ça, c'est l'exemple qui arrive. Et pas juste comme un isolé, comme ma collègue. Et ce cas-là a été documenté. Ce cas-là a été documenté au tribunal administratif du travail. Oui, on rate quelque chose sur les débats de chiffres. Merci. J'y reviendrai à la prochaine question. L'immigration qu'on voit comme un problème qu'on diabolise, ben, c'est sur cette même immigration que repose notre confort. Pendant la pandémie, on a tous pris conscience du travail des gens qu'on a décidé d'appeler essentiel. Le travail des gens qui sont dans l'ombre. Des immigrants qu'on fait venir pour travailler, mais qu'on ne laisse pas s'installer ici. Le rôle de ces gens-là, c'est le rôle que mes parents ont occupé pendant toute leur vie. Je suis journaliste depuis une dizaine d'années. J'ai souvent été appelée à enquêter sur le terrain sur des migrants précaires. Il y a des choses que les gens devraient savoir. Comment chercher le travail? Ouais, tu cherches le travail? Oui. Essaye de trouver 200 Québécois qui veulent travailler à genoux dans le champ, des fois pendant 10 heures de temps, sans relâche, quand t'as pas de main-d'œuvre étrangère qui vient travailler chez vous. C'est quasiment impossible. Sans eux, on n'aurait pas d'agriculture au Québec, là. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on utilise le programme des travailleurs étrangers temporaires pour venir répondre à un problème qui est une pénurie de main-d'œuvre. C'est un problème qui est permanent. Ces gens-là vivent dans la précarité. Le rythme était énorme. J'étais devenue pâle, je n'avais jamais eu droit à un seul jour de repos. Quand on refuse la résidence permanente à des personnes qui font des emplois difficiles, mal payés, d'un côté, on dit qu'ils sont essentiels, mais pas assez pour rester. L'État, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se ferme les yeux, puis elle se ferme les oreilles, puis elle veut pas voir ce qui existe vraiment. C'est-à-dire des travailleurs exploités. Point. Des gens qu'on voit comme des bras. Est-ce que c'est ça, notre vision de l'immigration au Québec?
partir de Dorval, les travailleurs sont directement transportés sur leur ferme. Il y en a partout dans la province, en Gaspésie, au Saguenay ou bien sûr en Montérégie. C'est des gens qui vivent directement chez leur employeur et ils sont liés à une seule entreprise qui est tatouée sur leur permis de travail. Des travailleurs temporaires, il y en a de plus en plus. Leur nombre a plus que doublé en 5 ans. Et leurs contrats sont aussi de plus en plus longs. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est plus que saisonnier pour un été. Il y en a des milliers qui viennent sur des contrats de 1 an ou 2 qui peuvent être renouvelés. Et donc, ils se retrouvent à vivre, à travailler ici pendant des années. Le quotidien du travailleur étranger, le consommateur ne le voit pas. Dans le fond, c'est des micro-sociétés qu'on crée. Vous savez, dans une entreprise agricole qui a 250, 300, 400 travailleurs étrangers, là, c'est des villages. Alors, on pourrait ainsi dire, pas de travailleurs étrangers, pas d'agriculture. Écoutez, je vais utiliser un gros mot, là, mais c'est systémique, là. C'est véritablement comme ça. Faut se le dire, c'est la réalité. Abolissons les permis fermés. Ayons des permis ouverts, sectoriels, j'ai pas de problème. Dans le domaine agricole, j'ai pas de problème. Mais lorsque un travailleur sera maltraité dans une ferme, il pourra aller travailler dans une autre ferme puis offrir ses services ailleurs. Alors, ça sera aux employeurs de leur donner des bonnes conditions de travail s'ils veulent garder leurs travailleurs. Point. L'État, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se ferme les yeux, puis elle se ferme les oreilles, puis elle veut pas voir ce qui existe vraiment. C'est-à-dire des travailleurs exploités. Point. C'est aussi simple que ça. Parce que si c'était des Québécois ou des Canadiens qui étaient là, ça durerait pas longtemps. Ils travaillent ici, ils font prospérer les entreprises d'ici, ils donnent le plus beau, leur travail, leurs mains. Alors, s'il vous plaît, il faudrait les respecter là-dedans. En théorie, les travailleurs temporaires ont le droit de demander la résidence permanente. En pratique, le niveau de français qui est exigé et le fait qu'ils n'ont pas de formation spécifique font qu'ils ne la décrocheront pratiquement jamais. Statistique Canada a trouvé qu'au bout de 10 ans, il y a seulement 2 % des travailleurs temporaires comme Edine qui avaient décroché leur résidence permanente. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on utilise le programme des travailleurs étrangers temporaires pour venir colmater, ou venir répondre à un problème qui est une pénurie de main-d'œuvre qui est rendue endémique, donc un problème qui n'est pas ponctuel, qui est permanent. Ces gens-là vivent dans la précarité. Pour l'employé, c'est très, très difficile de pouvoir s'enraciner au Canada. Vous pouvez être le meilleur employé du monde, vous n'aurez peut-être pas accès à la résidence permanente, et un jour, vous devrez peut-être quitter le territoire canadien. Donc, les métiers pas spécialisés, des gens qui viennent juste fournir un apport physique, si vous voulez, ou qui font un travail routinier dans une usine, à ces gens-là, on n'accordera pas la résidence permanente. On s'aperçoit que la pénurie de main-d'œuvre au Québec, actuellement, elle touche principalement ces postes-là. On n'a pas de relève. Par contre, les travailleurs étrangers qu'on va aller recruter pour occuper ces emplois-là, on ne leur permet pas de rester au Canada et de devenir résident permanent. Donc, à ce niveau-là, il y a peut-être une dysfonction, quelque chose qui ne fonctionne pas. Depuis le début de la pandémie, Carole a 3 jobs en même temps. Elle est préposée bénéficiaire dans un CIUS, elle s'occupe des personnes âgées dans une résidence privée et elle travaille dans un centre de dépistage. Ça veut dire qu'il n'y a pas une journée où elle ne travaille pas. Follow me, please. Au début, personne ne voulait venir travailler dans un centre de dépistage. Les immigrants nous ont beaucoup aidés à ouvrir les cliniques rapidement parce qu'ils étaient prêts à venir travailler du jour au lendemain, alors qu'on ne trouvait pas de personnel qui était prêt à venir travailler dans les cliniques de dépistage COVID. Il faut que je paye les avocats pour ma demande d'asile et l'avocat pour le parrainage de mes enfants. Donc je suis obligée de jubiler 3 emplois pour pouvoir m'en sortir. Il y a eu des moments où je dormais dans les métros. Donc mon temps de sommeil, c'était dans les métros. Donc pour quitter d'un endroit à l'autre, je calcule avec mon téléphone le temps que le métro peut prendre, ça sonne pour que je me réveille. J'arrive à la maison juste pour me changer et repartir au boulot. Avant de devoir aller chercher du travail à des sorties de métro, Carole a travaillé sur une ferme. En fait, elle est arrivée au Québec, tout comme Edine, avec un permis de travailleur étranger temporaire.
Son visa fermé de travailleuse étrangère temporaire l'obligeait à travailler uniquement pour un propriétaire agricole. J'avais lu le contrat de travail, c'était vraiment alléchant. Je devais travailler 8 heures à peu près par jour. J'avais droit à 1 jour de repos par semaine. Mais c'était pas vrai du tout. J'atteignais 80-120 heures par semaine. Et 16 heures supplémentaires, c'était obligatoire. On ne demandait pas mon accord. Je me suis retrouvée à faire l'entretien ménager au poulailler, à faire l'entretien ménager chez lui. Je me suis retrouvée en train d'aller travailler dans la ferme de son fils. Je me suis retrouvée en train de faire le jardinage, à planter ses arbres. Je me suis retrouvée en train d'être sa femme de ménage. Même ébéniste, je me suis retrouvée parce que des fois, il fallait aller travailler sur le bois, transporter les planches. S'il y avait un problème de déneigement, je devenais déneigeuse parce qu'il fallait déneiger le chez lui. J'ai été surexploitée pendant 2 ans. Un jour, Carole réussit finalement à avoir une journée de congé. Elle va se faire des tresses à Montréal. C'est à ce moment-là qu'enfin, elle arrive à parler des abus qu'elle vit avec la personne qui la coiffe. Je me suis mise à pleurer, je lui ai raconté ce que je vis. Elle était comme, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Elle a cru que je lui mentais. Dans la 2e fois elle-même, elle était venue à la ferme. Elle m'a dit, on monte à Montréal, on peut avoir un consultant en immigration. Il est venu me menacer que ce que je suis en train de préparer, là, si ça continue, il va me faire retourner dans mon pays comme une chienne. Et il me l'a dit en face que, et sache que je suis dans mon pays, tu ne peux rien contre moi. J'ai le pouvoir, j'ai l'argent, toi tu n'es rien. Donc je peux t'écraser comme je veux. Et ça m'avait tellement affectée, je me suis sentie comme rien. Quelques semaines plus tard, Carole quitte la ferme. Des Caroles, on ne sait pas combien il y en a, parce que plusieurs des cas d'abus sont tout simplement jamais dénoncés. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y en a de plus en plus de rapportés à chaque année. Depuis qu'elle a quitté la ferme, Carole travaille sans arrêt dans le domaine de la santé. Pour moi, Carole est en mode survie. Elle travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme si elle faisait du vélo, puis dès qu'elle arrête de pédaler, elle va tomber. Le RATMAC aujourd'hui fait un blitz à la ferme Pitre, où 200 travailleurs actuellement vivent des situations très difficiles. Ces travailleurs-là actuellement travaillent à partir de 4 heures le matin et finissent à minuit le soir. Ils ont 2 demi-heures pour manger. Et ils ne mangent pas à une cafétéria, ils mangent dans les rangs. C'est pas des chiens, c'est des humains. Alors, s'il vous plaît, là, traitez ces gens-là comme des humains et donnez-leur des conditions de travail qui ont de l'allure. Ici, là, ces travailleurs-là ne peuvent travailler que pour cette entreprise-là, OK? Il ne peut pas aller travailler ailleurs, donc il est captif. Donc le permis fermé amène ce type d'abus-là. Pour moi, ça s'appelle, et je vais le dire tout de suite, c'est de ce que j'appelle l'esclavagisme moderne. On est sur place depuis quelques minutes et les employeurs arrivent en camion. Et là, je me demande vraiment si la tension va monter. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, Je peux oui. vous aider? Alors, on va se présenter. Michel Pilon, je suis le directeur général du RATMAC, du Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec. La 30 minutes que vous leur donnez à manger, et vous les obligez à manger ici dans le champ, d'accord? Ou par terre la nuit, on a des vidéos de tout ça. Par terre la nuit, ils sont à votre disposition, donc la demi-heure doit être payée. OK. Ça, c'est la loi des normes minimales de travail. Ça, c'est parfait, mais en fait, on est une très jeune entreprise. On s'efforce énormément d'être sur la coche, si on veut, sur toutes les règles. Ça, écoutez, la vérité, en ce moment, vous m'en apprenez une. Les heures de travail, maintenant, de 4 heures le matin jusqu'à minuit le soir, c'est normal? Non, c'est pas normal, monsieur, exactement. Il dit c'est arrivé. En fait, si on regarde ça sur un ensemble, les travailleurs sont ici 8 mois. On a regardé les sites de paye aussi pour être sûr de dire les vraies informations. C'est arrivé 4 jours sur la saison qu'ils ont fait des très grosses journées de 18 heures de travail. Ils nous ont parlé de 2 mois et demi. 2 mois et demi? Oui, c'est des ça. lanceurs de travail. Mais c'est pour ça que je suis vraiment content. On a des fiches de paye aussi. On a les fiches de paye qui nous disent. Oui, c'est arrivé pendant 3 semaines cette année qu'on a eu des très, très grosses semaines. Même, je pense que vous le voyez, au Québec, il y a eu 3 semaines de grosses canicules. On a perdu beaucoup de fraises. On a perdu énormément de champs aussi, en fait. Ça a toujours été sur une forme de demande. On a demandé à nos travailleurs, les gars, est-ce que vous voulez, avec nous autres, s'il vous plaît, nous aider à continuer à accueillir le champ? Parfait. Vous savez que c'est lui qui dit non, je ne veux plus travailler. Il va être retourné. Non, pas du tout. On est une entreprise que ça fait déjà seulement 4 ans qu'ils sont démarrés.
On est passé de 6 à 25 à 100 à 200 travailleurs rapidement. J'ai vu. Oui, on s'améliore d'année en année comme du mieux qu'on peut. Les travailleurs, cette année, il y a environ 110 travailleurs qui sont venus de nouveau. Je pense qu'en ce moment, ce qu'on voit, c'est plus une suite de malentendus que vraiment un problème. Parce qu'aujourd'hui, on vous invite à venir. On n'a rien à cacher. Vous pouvez venir voir aussi toutes nos installations. Vous pouvez venir voir nos factures de tout ce qu'on a. Il n'y a rien à cacher sur la ferme. Il n'y a pas seulement les travailleurs étrangers temporaires qui occupent ces emplois pour lesquels on a un besoin criant. Il y a aussi les demandeurs d'asile, ceux qui ont fui leur pays et qui demandent une protection en arrivant ici. Vous en entendez parler presque tous les jours aux nouvelles, la grande précarité de ces milliers de demandeurs d'asile qui entrent au chemin Roxham et ce qu'on doit faire comme société pour leur assurer un minimum. Et l'un des problèmes qui revient tout le temps, c'est la lenteur de la machine gouvernementale canadienne pour leur donner un permis de travail. Alors, le résultat, c'est que plusieurs sont forcés de travailler au noir et pour une rare fois, on a recueilli les témoignages de gens qui ont travaillé dans des conditions dangereuses et parfois à la limite de l'exploitation. Ils sont partout. On peut les retrouver dans des restos, on peut les retrouver dans l'industrie alimentaire. Dans nos rues. Ce sont des travailleurs très motivés. Dans nos vies. Mon rêve, c'est de travailler dans le pays. Ils sont prêts à tout faire, tout le temps, à toutes les heures, et parfois dans des conditions illégales et dangereuses. Je suis tombé comme ça, à 8 mètres de profondeur. Vous auriez pu mourir? Je voudrais pu mourir. Ils font les sales boulots. Je ne peux pas mourir de faim, donc je dois chercher quelque chose pour pouvoir répondre aux besoins de ma famille. Ils sont obligés de travailler dans ce que j'appelle dans le noir. Eux, ce sont les demandeurs d'asile. En théorie, ils ont le droit de travailler. Mais en attendant leur permis de travail, ils vivent dans l'ombre. C'est vraiment de l'esclavagisme moderne. D'habitude, ils se taisent, mais pour enquête, ils prennent la parole et racontent leur désillusion canadienne. Moi, c'est Hadi Anne. Je suis migrant, même si aujourd'hui je me sens beaucoup plus québécois et canadien, parce que quand même ma demande a été approuvée. Je suis venu par le chemin de Roxham parce qu'il y a eu le tweet de Trudeau qui disait que le Canada est une terre d'accueil. Oh non, ça c'est du thé mauritanien, c'est pour vous souhaiter la bienvenue. Hadi Han est arrivé en 2018. Loin de sa Mauritanie natale, se diplômer en langue française s'est lancé un défi. Aider les demandeurs d'asile et dénoncer ceux qui les exploitent. Si on veut changer les choses, à un certain moment, il faut prendre ses responsabilités et se dire que non, il faut que ça change. À un certain moment, le silence devient vraiment une complicité de tout ce qui se passe. Cette situation dont parle Hadi, c'est celle que vit cette vague historique de demandeurs d'asile qui viennent d'arriver au Canada et en grande majorité à Montréal. L'an passé, près de 40 000 personnes ont pris la même route que lui, le chemin Roxham. C'est un record. Mais ce n'est pas tout. En comptant toutes les entrées possibles, notamment par avion, ce sont au total 92 000 demandeurs d'asile qui sont arrivés au Canada. Les gens ne sont pas venus ici pour se cacher. Normalement, dès leur arrivée, les demandeurs d'asile peuvent demander un permis qui leur permet de travailler légalement, partout dans le pays. Le problème, c'est que les délais pour l'obtenir ont explosé. Quand tu viens et que tu dois rester 5-6 mois, tu ne peux même pas travailler et que tu veux travailler parce que tu veux t'intégrer. Mais malheureusement, l'administration aujourd'hui, toutes ces procédures sont extrêmement lourdes et les gens en souffrent. Le nombre de demandes combiné au manque d'agents d'immigration a enrayé la machine fédérale. On est passé de quelques semaines d'attente avant la pandémie à plusieurs mois, voire un an. Mais quoi faire pour survivre? À un certain moment, on n'a juste pas le choix. Et ils sont obligés quelquefois de faire des choses qui vont à l'encontre de la loi. Ils sont obligés de travailler sous la table. Je m'appelle Henri et je suis arrivé au Canada le 9 mars 2022. Je suis un mécanicien. Henri n'est pas le vrai nom de ce père de famille d'origine haïtienne. Comme tous les demandeurs d'asile qu'on a rencontrés, il ne veut pas dévoiler son identité. Non seulement nous avons passé beaucoup de problèmes dans la route, mais arrivé ici, donc, on risque toujours au Canada. Parce qu'on n'a pas de permis de travail. Donc vous pouvez imaginer que j'arrive depuis le mars 2022. Donc jusqu'à présent, je n'ai pas de permis de travail, je ne peux pas travailler. En attendant de savoir s'il va obtenir le statut de réfugié, mais surtout son permis de travail, Henri fait face à des choix
difficile. Je paie un logement $1000 et je trouve une aide sociale environ $1250. Vous pensez qu'il y a quelque chose, donc durant 1 mois pour manger? Non. Oui, je suis obligé de travailler sur la table. Mais pas de choix, pas de choix. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un permis de travail pour pouvoir travailler. Parce que ce n'était pas votre objectif de vivre avec de l'aide sociale? Non, ce n'est pas mon objectif, non. C'est pas mon objectif. Parce que moi, je pourrais travailler, je peux travailler. Donc, Vous voulez travailler? Oui, je veux travailler, je veux travailler. Parce que l'important, c'est de travailler, parce qu'on ne peut pas nourrir dans une maison avec 4 personnes, avec une aide sociale. Une dizaine de demandeurs d'asile ont accepté de nous parler de leur réalité. Ils sont tous effrayés, mais ils ressentent le besoin de faire connaître leur réalité. Je vis dans des conditions très difficiles. J'ai travaillé dans le recyclage, même dans les champs. Travailler dans le noir, c'est difficile. Moi, et de mon côté, je travaille dans le déménagement. On a vraiment hésité parce qu'on ne donne pas le droit de travailler donc, sans un permis de travail. Quand même, on le fait parce qu'on n'a pas de choix. Avant de le faire, je voudrais dire sincèrement que j'ai passé beaucoup de mauvais moments. Donc les enfants, ils crient pour la nourriture. Donc je suis obligé de le faire. Le procédé est toujours le même. Que ce soit le matin, la nuit ou durant la journée, on donne rendez-vous à ces demandeurs d'asile devant une station de service ou de métro, souvent dans le nord de Montréal. Parfois, ils ne savent même pas où ils vont passer la journée avant de monter dans une voiture ou une camionnette qui les emmènera sur leur lieu de travail. C'est dans ces zones où on peut vraiment trouver du travail sous la table. Il y a beaucoup d'usines de recyclage et d'agroalimentaire. En général, ce sont les usines qui embauchent beaucoup plus des gens qui n'ont pas de permis de travail. De toute façon, eux, ils travaillent avec des agences. Tu viens, on te donne un badge et puis voilà, c'est fini. Ces agences, ce qu'elles font, c'est très louche, c'est une exploitation et puis voilà, c'est une mafia. On a contacté une agence montréalaise qui semble cibler les nouveaux arrivants sur les réseaux sociaux. On s'est fait passer pour un demandeur d'asile en spécifiant clairement que nous n'avons pas encore de permis de travail. Voici ce qu'on nous a répondu. Tu es visiteur? Tu as fait des démarches pour obtenir un permis de travail ou d'études? Quel est ton statut? J'ai demandé l'asile en septembre. J'attends mon permis. OK, passe au bureau. On va examiner tes documents pour voir si on peut te faire travailler. Un autre intermédiaire, pour d'autres entreprises, nous a aussi ouvert la porte. Bonjour. Pour l'instant, j'ai pas de travail. Je vais peut-être en avoir un en février-mars. On a tenté notre chance dans une agence que des demandeurs d'asile nous ont recommandée. On y est allé en se faisant passer pour l'un d'eux, sans aucun rendez-vous et avec une caméra cachée. J'ai écrit sur Facebook pour savoir s'il avait des possibilités. Je cherche un travail. C'est quoi ton statut? Arrivé comme asile. Rapidement, on précise aux représentants de cette agence qu'on n'a aucun permis de travail pour l'instant. Et ça n'a pas l'air de le déranger. Je vais te passer mon numéro. OK. Chaque 1 semaine, juste envoie-moi un message. Est-ce qu'il y a des nouvelles pour les postes? Dès que j'aurai quoi que ce soit, je vais t'appeler. Et quand on lui demande si l'entreprise peut dire non, parce qu'on n'a pas de permis de travail, il nous rassure. C'est pas la compagnie qui va vous appeler, c'est nous. Toi, tu es un travailleur chez nous. OK. Chez la compagnie. Tout ce qui est concernant la paie, tes heures, tout ça, c'est à nous, c'est pas la compagnie. Tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir quelle est la station de métro la plus proche de notre domicile, et il ne donne aucun détail, ni sur le type d'emploi possible, ni sur le salaire. Dès que j'aurai quelque chose, je vais commencer à avoir La loi est pourtant claire. Comme l'indique Immigration Canada sur son site, il est illégal de travailler sans y être autorisé. Les entreprises, les agences ou les intermédiaires qui emploient des personnes sans permis risquent une amende maximale de 50 000 $ et une peine d'emprisonnement de 2 ans. Les demandeurs d'asile concernés pourraient quant à eux être visés par une interdiction de territoire. Malgré ces risques, ils seraient pourtant nombreux à saisir cette opportunité de travailler de manière non déclarée. Je dirais au moins des milliers de personnes qui sont dans cette situation, donc qui sont obligées de travailler malgré l'absence de son permis valide, parce que leur situation financière les force de le faire. Chol Ki-yoon documente les abus visant les demandeurs d'asile depuis plusieurs années. Souvent, ils arrivent dans ce lieu de travail sans savoir ça se trouve exactement où, quelle serait leur tâche exacte, à partir de quelle heure jusqu'à quelle heure, donc l'horaire de travail, donc sans les informations de base sur leur tâche. C'est dans son centre d'aide aux migrants
qu'on rencontre cet homme d'origine indienne avec l'aide d'un traducteur. Je suis payé 7 $ de l'heure. Je reçois l'argent en cash toutes les 2 semaines. Je travaille dans des entrepôts et des fermes en dehors de Montréal. On est nombreux à ne pas avoir de permis. Les gens sont effrayés par la police. Ils craignent que quelqu'un appelle l'immigration et d'être déporté. Personne ne dit rien. Le patron nous dit « Je vous donne un job, alors si vous n'êtes pas content, vous pouvez partir. » Ils n'ont pas le choix. La plupart des gens sont illettrés. Ils ne sont pas familiers avec les lois canadiennes, avec les politiques. 2 demandeurs d'asile nous ont également donné rendez-vous dans un centre commercial pour nous parler de leur expérience dans une chambre froide de Montréal. Par peur de représailles, ces personnes n'ont pas voulu être enregistrées. Elles viennent de quitter leur emploi pour une entreprise qui prépare des repas tout faits et des sandwichs qui se retrouvent ensuite dans nos épiceries. Elles nous racontent qu'ils étaient une vingtaine de demandeurs d'asile, sans permis de travail, à être là-bas parfois jour et nuit et sans vêtements de protection pour trier et couper de la viande. On ne pouvait pas se plaindre, on ne pouvait pas dire non, c'est ce qu'ils nous ont confié. Ils étaient évidemment payés en liquide, mais un jour, leur revenu a changé. Leur salaire est passé de 14 $ à 11 $ de l'heure, sous prétexte, selon le patron, que d'autres demandeurs d'asile sont prêts à prendre leur place. Ces gens deviennent des proies vraiment faciles pour des employeurs sans vergogne. C'est pour changer les choses que ces migrants ont exceptionnellement voulu prendre la parole. Pasteur dans la vie, Wilner Caillot se bat à leur côté. Quand ces gens vous racontent leur histoire, on se demanderait est-ce qu'on est en 2023 au Québec, au Canada. On aurait cru que ces genres d'histoires se passent ailleurs, mais pas sur notre sol québécois, pas en terre canadienne où l'on croit aux droits humains. Ils ne demandent pas la charité, ils veulent avoir leur permis de travail. C'est tout ce qu'ils demandent. Au-delà du salaire, les demandeurs d'asile dénoncent aussi leurs conditions de travail, qui mettent parfois leur vie en danger. C'était un bâtiment qui faisait quelle taille? Le dernier étage était à 8 mètres. Ce père de famille mexicain, arrivé l'hiver passé au Canada avec ses 3 enfants, nous décrit son expérience comme peintre de bâtiment. Malgré la hauteur, il n'avait aucun harnais de sécurité. Le besoin de travailler a fait que tu oublies un peu la peur. Franchement, je voudrais travailler légalement. Ce demandeur d'asile africain a quant à lui vu la mort de près. Moi, j'ai fait même un accident, j'ai cassé mes 2 bras. Comment vous les avez cassés, vos bras? Tombé dans une ligne de tri, je suis tombé à 8 mètres, c'est cassé ici. Et ici encore, les 2. Malgré nos sollicitations, le ministre fédéral de l'immigration, Sean Fraser, n'a pas voulu répondre à nos questions. Il nous a plutôt envoyé une réaction écrite dans laquelle il ne fait aucune référence au travail au noir. C'est une réalité indéniable que les demandeurs d'asile vivent des circonstances extraordinaires. Nous savons que les demandeurs d'asile veulent travailler et contribuer à notre économie le plus rapidement possible. Pour les y aider, nous avons adopté de nouvelles mesures qui permettent une entrée plus rapide sur le marché du travail canadien et qui leur permettent de subvenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leur famille plus rapidement. Si le gouvernement fédéral promet de réduire les délais administratifs, sur le terrain, les demandeurs d'asile ne voient pour l'instant aucun changement, mais ils gardent espoir. Si vous aviez un message à faire passer au gouvernement, par exemple, ce serait lequel? De nous aider à avoir un permis de travail. Si je travaille, je peux contribuer dans le progrès de ce pays également. Ils sont venus ici pour une nouvelle vie. Donc ce n'est pas pour rester dans un coin caché et marginalisé dans cette société. Vous, Adi, vous espérez que les choses changeront rapidement pour les demandeurs d'asile? Oui, j'espère que ça change vraiment pour eux. C'est même une prière. Mais pour l'instant, les délais restent longs et c'est vraiment la désillusion. Il faut vraiment que ça change. L'humanité en a besoin et vraiment le Canada ne mérite pas ça.